Je suis née ici, dans cette cité, à Germain-d'Aureil, puisqu'avant on appelait le 212. Il y avait moyen de construction, oui. Il y avait moyen de construction. Et c'était des champs de laurier. C'était pas comme maintenant. Digny, c'était des champs partout. On avait des champs de maïs tout au bout là-bas. On était petits, on allait chercher des maïs pour nous-mêmes. Avant la réalisation effective, il y a un projet de cité-jardin assez vaste, qui est donc investi par l'architecte Germain Dorel, et donc un architecte diplômé de l'école des Beaux-Arts, qui a été un élève de Josely, qui est un des grands architectes urbanistes qui pensent l'aménagement de la région parisienne juste après la Première Guerre mondiale. C'était que des champs. Derrière la cité, ça commençait déjà, ou après ça continuait vers le continuum de Digny. Le 212, il est au Blanc-Ménil, et Pontivlon est à Digny. Mais tout ça se touche. Il faut avoir en tête que, outre le fait qu'on est sur 3 communes différentes, on est aussi aux confins du département de la Seine. Et donc la limite à l'époque de l'aéroport, c'est la petite rivière de la Morée qui la fixe. Et c'est aussi la limite de la commune de Digny, et c'est la limite du département de la Seine. Mon papa connaissait Digny. Il venait à l'âge de 13 ans pêcher au moulin. Il y avait un moulin à Digny. Moi, je n'ai pas connu, mais il m'expliquait. Et à 13 ans, de Drancy, il venait en vélo pêcher. Avant-guerre, il y avait des rivières. Les rivières ont été busées tout de suite après la guerre. Aujourd'hui, d'ailleurs, on commence à réévoquer le fait peut-être d'en renaturer certaines, dont la vieille mer, qui est la principale. Lorsque les gens nous demandaient où vous habitez, on dit on habite à Digny, mais où ça se trouve? Les endroits où les gens habitaient, c'était des champs. Et puis après, petit à petit, ils ont fait des pavillons. Il y a 50 ans, quand on disait Digny Centre, ah bon, Digny, mais c'est où t'habites où, Digny, mais c'est où? C'est la campagne? Bah oui, quelque part, c'était la campagne. On sentait l'air frais déjà. Il y avait ces grands espaces, il y avait des champs. On commençait à avoir des immeubles. Les ICE, les premiers appartements en pierre meulière, ont été construits après la guerre. Les cités se sont construites au fur et à mesure. Il n'y en avait pas beaucoup de cités. Ça nous est campagne. On a un front bâti qui fait face à l'aéroport, qui est particulièrement soigné et qui donne à voir une architecture art déco avec des sculptures en façade, beaucoup de couleurs, particulièrement pour la cité du 212, avec notamment de la céramique rouge qui est affichée comme ça en façade, des jaunes aussi assez soutenus. Et la référence effectivement à l'aviation va se faire à travers les sculptures, les allégories qui sont présentes. On est dans les débuts encore de l'aviation. Cette relation avec l'aéroport, elle est quand même du registre du voisinage, de la proximité. Parmi les premiers habitants, on a la première hôtesse de l'air, on a des techniciens d'aéroport. C'était les gens d'Air France qui habitaient ici avant. Mon père travaillait pour la compagnie Air France, donc on avait déjà la possibilité d'avoir des GP pour voyager. À ce moment-là, le Roissy n'existait pas. Et mon mari travaillait à Montparnasse. Et je travaillais à la régularisation des carrés. À l'époque, c'était aussi de UTA, des gendarmes et des pompiers, avec des personnes qui venaient de toutes les nationalités, françaises, italiens, portugais, polonais. En 31-32, le directeur de l'office, Henri Sellier, qui est par ailleurs maire de Suresnes, est sollicité par le ministère de la Défense et de la Guerre pour réaliser une cité à Digny pour loger des militaires et leurs familles.
il va confier à Gonod et à Albanque le soin de réaliser une cité-jardin qu'on appelle l'Aiguillé sur un terrain militaire cédé par l'armée, sous la forme donc d'une cité-jardin qui mêle à la fois des logements en collectif et en individuel, qui donc reprennent une partie des formes de la cité-jardin de Stein. Mais c'est aussi l'occasion pour les architectes de moderniser leur architecture, puisqu'ils ont un budget moindre. Ils vont notamment proposer des toits-terrasses, alors que toute la cité-jardin de Stein, et tout particulièrement donc les maisons individuelles, sont d'un style pittoresque particulièrement marqué. La ville de Duny, de fait, que ce soit dans le cadre de la reconstruction ou auparavant, elle est très fortement teintée de présence militaire. On a les gendarmes républicains mobiles à Pontiblon, on a la garde nationale, enfin, on va avoir vraiment une présence militaire très importante. On a la grande caserne de Rose, il y a un fort pourcentage de fonctionnaires liés à l'armée, à l'aéroport. On avait la caserne militaire, la caserne aux Roses. Et les militaires, c'était qui faisaient leur service militaire. Et ils nous mettaient à disposition les camions militaires avec des bancs dedans. Et ils faisaient leur ramassage et ils nous emmenaient aux portes de Paris pour aller travailler, pour choper le métro, des choses comme ça. Il y avait aussi les Noëls organisés par les Noëls de l'armée. Le Père Noël venait chargé de cadeaux à bord d'un hélicoptère qui atterrissait à la caserne. De le voir arriver à bord d'un hélicoptère et de descendre de l'hélicoptère avec sa grosse hotte et tout, c'était vraiment c'était magnifique. En France 34, c'est le moment où la crise économique en France est la plus durement vécue. Les bailleurs sociaux, parce que les loyers qu'ils proposent sont trop chers, ne trouvent pas preneur. Que ce soit à la Cité 212 ou effectivement à Pontiglot, on va y loger des gendarmes républicains mobiles et ils ne quitteront ces deux cités qu'en 1976, quand le ministère de la Défense aura construit les grandes tours du fort d'Aubervilliers, où ils seront tous relogés. À ce moment-là, on va surtout concentrer des gens très en difficulté. Donc on va appauvrir le peuplement et de fait, ça va générer un certain nombre de problèmes. Et l'hypothèse de la démolition va s'imposer au début des années 90, avec par ailleurs une ville qui est effectivement convaincue qu'on ne peut rien faire de cet ensemble. Il y a encore des appartements qui sont dans les conditions de confort minimum des années 30. On rentre, on a les toilettes, on rentre, on a un salon, les chambres, c'était des grandes pièces, mais c'était un petit salon. C'est pas si grand comme là maintenant. On disait que les salles étaient trop petites, il faut plus agrandir, il faut faire des couloirs, il faut faire des toilettes, il faut faire les chambres un peu plus grandes. Bon. La salle de bain est dans la cuisine. C'est un bac à linge, à laver le linge, qui fait aussi douche, quoi. On connaît ça. Une petite douche, la cuisine et un rideau, puis voilà. 1933, la cité du 212 sort de terre, c'est l'une des premières cités HBM, habitation bon marché. Juste en face, l'aéroport du Bourget est en plein essor et il faut des logements. Entre vandalisme et insécurité, les appartements se vident, des logements trop petits, 33 mètres carrés en moyenne. La société HLM veut détruire une barre sur deux pour aérer la cité et faire des appartements plus grands. C'est fichu cette cité, regardez, on vit comme des prisonniers. Avec du béton, parce que c'est une vie ça, pour la jeunesse, pour tout le monde. Le permis de démolir est empêché par l'architecte des bâtiments de France et propose donc une protection, une inscription au titre des monuments historiques qui est finalement validée avec donc une logique de réhabilitation, restauration et modernisation aussi de l'ensemble de la cité. On ne peut pas décemment proposer une restauration sans amélioration globale du confort. Fin 90, un truc comme ça, ça a commencé, les travaux, il fallait déménager. Ils ont coupé la cité en deux, donc il y a des familles qui ont envoyées sur Pontiglot, d'autres, les amis à moi qui ont leur famille à Villepinte, ou à Sevran-Bedotte, d'autres à Duny Centre. Il y en a
qui souhaitaient revenir après le travaux. On a imposé de mettre une convention de retour après le travaux. Tu sais quoi, j'étais le premier à signer la convention. Bah, repenser les appartements, les moderniser en profondeur et améliorer assez considérablement le sort des habitants. Et puis, les représentations associées à la cité vont être désormais positives, alors que jusqu'alors, elles étaient exclusivement négatives. Quand il y a des gens qui passent devant les gens s'arrêtent, ils prennent des photos. Waouh! Vous ne savez pas où on habite. C'est classé bâtiment historique de France. Mon rêve, c'est d'impliquer les jeunes, ceux qui arrivent ici pendant des années, à quelques-uns, de se regrouper, de prendre conscience de la résidence où ils habitent. C'est un monument.